Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique a annoncé que l'idéologie du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 reste encore présente dans certaines régions du pays. Le ministère souligne la nécessité pour les aînés et les dirigeants du pays de comprendre et de partager cette histoire afin de pouvoir aider les jeunes à connaître la véritable histoire du Rwanda. Ce point a été réaffirmé par le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Jean-Damascène Bizimana, lors de la présentation au Sénat d'un rapport sur l'état de l'unité nationale 2020-2025. Ce point donc, ce rapport indique que le taux d'unité nationale s'est établi à 95,3% au cours des 5 dernières années et a progressé de 13% entre 2010 et 2025. Cette progression est attribuée à une bonne gouvernance qui a mis en place divers programmes visant à unir les Rwandais, y compris les groupes non ethniques, les associations et les conseils nationaux du dialogue, où les citoyens peuvent formuler des idées, des suggestions pour poursuivre le développement du pays. Et puis, l'Office rwandais pour la promotion du développement RDB a rencontré plus de 60 investisseurs brésiliens pour discuter des possibilités d'investissement au Rwanda. Jean-Guy Africa, PDG de cette institution, a assuré aux investisseurs que le Rwanda était prêt à les accompagner au mieux pour faciliter leur investissement et qu'ils ne vont pas regretter d'investir au Rwanda. Parmi les projets présentés par le Rwanda aux investisseurs figurent le tourisme et l'hôtellerie, des opportunités grâce à la création d'une zone résidentielle dédiée à Masaka, les transports aériens avec la construction d'un aéroport à Bugesera, les transports terrestres respectueux de l'environnement ainsi que l'industrie et la valorisation des produits. Jojo Viana, directeur de l'agence brésilienne en charge de la promotion du commerce et des investissements, Apex Brasil, a déclaré que le Rwanda est reconnu pour son environnement favorable aux investissements et que par conséquent le Brésil souhaite également collaborer avec ce pays. Des experts en gouvernance estiment que le Conseil national du dialogue, Umujikirano, a joué un rôle majeur dans le renforcement et de la redevabilité des dirigeants en tenant compte des priorités exprimées par les citoyens. Ils s'expriment à ce sujet alors qu'il ne reste que plus que 2 jours avant la tenue de la 20e édition du Conseil national du dialogue. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. Le Conseil national du dialogue est une plateforme privilégiée qui permet aux citoyens d'exprimer librement leurs ressentis en se référant du parcours de développement déjà accompli par le pays. Comment empêcher de parler de ce bâtiment? Quand on y marche, on a parfois l'impression de marcher sur l'eau. Cette bonne gouvernance et ces réalisations qui embellissent le Rwanda, qui dit les protège et vous bénit au centuple, a fait que vous continuez à nous guider. Nous qui vous suivrons dans la paix et la justice. Par ailleurs, ce forum constitue une opportunité idéale pour les citoyens d'interpeller publiquement les autorités sur les obstacles qui freinent leur développement. Mais, Son Excellence le Président de la République, pourquoi les marais de Gatuna n'est-il pas emménagé alors qu'en période de crue, il détruit les cultures des habitants? Institué par la Constitution de la République du Rwanda, en son article 168, le Conseil national du dialogue est présidé par le président de la République. L'experte rwandaise en gouvernance, Angelina Muganza, revient sur l'origine de cette initiative. Cela existait déjà lors de rencontres tenues à Rurugwiro en 1998 et 1999. L'objectif était de dialoguer avec les Rwandais de toutes les couches sociales afin d'en changer sur divers problèmes et des solutions possibles. Le Conseil national du dialogue s'inspire donc de cette vision portée par le FPR Inkotanyi et ses partenaires pour reconstruire le Rwanda dans la paix et le développement durable.
Le député Cher Moussafazi Ralelimana, qui participe à ce forum depuis sa création en 2003, affirme que le Conseil était nécessaire et qu'il a produit des résultats significatifs. Plusieurs recommandations ici du dialogue ont été mises en œuvre. Prenons l'exemple du BDF. Après analyse, il a été décidé de l'intégrer à la BRD. La Constitution prévoit que les résolutions adoptées soient transmises aux institutions concernées, lesquelles évaluent leur mise en œuvre pour atteindre les objectifs nationaux. Les propositions viennent parfois de personnes inattendues. Le chef de l'État les écoute attentivement et agit rapidement. Cela renforce la bonne gouvernance et le sentiment d'appropriation du pays par les citoyens. La mise en œuvre des résolutions du Conseil national du dialogue a également permis d'atteindre des niveaux très encourageants en matière d'unité nationale, comme l'explique le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana. En 2025, l'indice de l'unité nationale a atteint 95,3%. C'est une progression remarquable. En 2010, il était 82,3%, puis 82,5% en 2015, 94% en 2020. À 15 ans, nous avons gagné plus de 13%, ce qui constitue un résultat très satisfaisant. À ces acquis s'ajoute le renforcement de la redevabilité des dirigeants à travers la politique des immigrants, ainsi que la promotion de la gouvernance participative. Selon l'analyste politique Ladislas Ngendaimana, le dialogue national a consolidé la place des citoyens au cœur de la gouvernance. Pendant la préparation et le déroulement du dialogue, les dirigeants sont sous pression car ils ignorent ce que les citoyens vont soulever. Même quand on travaille bien, il y a toujours des insuffisances. Le fait que le président de la République rencontre directement les citoyens en présence de toutes les autorités rend l'exercice très sérieux et responsabilisant. Dans ses discours, le président de la République, Paul Kagame, rappelle régulièrement aux dirigeants l'obligation de répondre efficacement aux préoccupations des citoyens. Extrait du 18e Conseil national du dialogue tenu en 2023. Pourquoi les citoyens continuent-ils de se plaindre chaque jour? Vous, les dirigeants, où étiez-vous? Ministres, gouverneurs, maires, où étiez-vous? Quelles sont ces occupations plus importantes que le travail que vous étiez censé faire? Les résolutions issues du Conseil national du dialogue font ensuite l'objet d'un suivi rigoureux afin d'évaluer le niveau de leur mise en œuvre par les institutions concernées. Parlons à présent justice. La Cour d'assises de Paris a débuté mardi le procès en appel du ressortissant rwandais Claude Muhaimana, poursuivi pour des crimes de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Maître Richard Gisagala, avocat des parties civiles, dans ce procès, nous relate ici les déroulements de cette première journée. C'est un procès qui vient à 4 ans après sa condamnation, 4 ans et mois après sa condamnation au premier degré à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide. Aujourd'hui, c'était le premier jour d'audience. Ce n'était pas une journée très chargée, puisque nous avons commencé par juste faire les formalités qui sont prévues par la loi, c'est-à-dire le choix des jurés. Les jurés ont été choisis par la Cour et avec la possibilité pour les avocats de la défense de récuser jusqu'à 5 personnes et la possibilité aussi pour le parquet de récuser aussi un certain nombre. Mais en tout état de cause, il faut que soit 5 jurés, 9 jurés soient choisis en appel, plus 5 jurés suppléants. Et il y a eu le choix des jurés. Les 5 jurés ont été choisis et donc une fois que la Cour a été constituée, c'est les 9 jurés plus 3 magistrats professionnels. Donc les travaux de la Cour d'assises ont pu commencer. Et après ce choix, il y a eu le rapport du président. Le président doit faire son rapport, c'est-à-dire présenter le dossier aux jurés, puisque les jurés, c'est la première fois qu'ils entrent dans ce dossier. Ils ne savent pas ce qui s'est passé avant, ils ne savent pas
pour certains ce qu'est une cour d'assises, ils ne connaissent pas la procédure qui a été suivie jusqu'à ce jour. Et donc, dans le rapport du président, il essaie d'expliquer cette situation, de résumer le dossier, de résumer les différents dossiers constitués par plusieurs tomes. Et le président va donc résumer le dossier pour les jurés, pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Et il va aussi expliquer pourquoi cette personne est jugée en France et non pas au Rwanda, et brièvement ce qui s'est passé au Rwanda. Mais c'est comme un aperçu du dossier, puisque les jurés n'ont pas accès au dossier papier. Dans l'après-midi, nous avons repris les débats avec cette fois l'enquête de personnalité qui a été faite par un professionnel qui a examiné Mwaimana, qui s'est entretenu avec lui et qui a expliqué la Cour, qui a fait rapport à la Cour sur ses constatations. Il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire. Il a présenté comme un homme normal. En tout cas, il n'y a rien de spécial qui est ressorti de ce rapport. Après ce rapport, nous avons entamé l'interrogatoire de personnalité de Claude Mwaimana. L'interrogatoire de personnalité consiste en fait à interroger la personne sur qui il est, sur son parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est le président qui l'a interrogé sur son parcours. Il a notamment été mis en difficulté sur les conditions dans lesquelles il est entré en France, puisqu'il est entré en France avec des papiers d'emprunt, et il a essayé d'expliquer au tribunal une histoire qui, à mon sens, n'a pas été très convaincante. Et il a également été mis en difficulté sur son dossier de demande d'asile, parce que quand il est arrivé en France, il a fait une demande d'asile. Dans sa demande d'asile, il a présenté des faits qui sont totalement différents de son parcours de vie et de ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Donc il a quand même été mis en difficulté par cet interrogatoire de personnalité, puisqu'il était prévu que 2 témoins de contexte soient interrogés. Le premier, c'était André Guichawa, mais il a fait savoir au tribunal qu'il est malade, et c'est une personne très âgée, qui a 80 ans. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'était pas intervenu dans un procès comme celui-ci. La défense l'a cité, je ne sais pas pour quelle raison, mais il a expliqué qu'il est malade et il ne viendra pas. Et donc demain, nous verrons ce que la présidente va fixer à la place de l'audition de Guichawa. Dans l'après-midi, il est prévu que nous entendions un autre témoin de contexte, le professeur Florent Piton. Florent Piton, qui est quelqu'un qui a fait des recherches, qui a écrit aussi sur le Rwanda, sur le génocide, qui, à mon sens, est un très bon connaisseur du génocide commis contre les Tutsis. La suite de ce journal, la directrice de la division des femmes des Nations Unies ONU Femmes au Rwanda, Madame Janet Kem, a rappelé les acteurs du développement des femmes et des filles à renforcer leur unité, à veiller à ce que les progrès accomplis ne soient pas compromis. Ce discours a été prononcé à l'occasion du lancement de la division d'un plan stratégique quadriennal visant à promouvoir le programme de développement des femmes. Notre plan est un plan qui vient à un moment où il y a beaucoup de changements au niveau mondial. Et nous sommes aussi appelés de changer la manière, la façon dont nous fonctionnons et comment nous collaborons avec beaucoup de partenaires pour assurer que les résultats attendus pour les femmes et les familles sont atteints. Premièrement, le plan a connu un petit changement au niveau de partenariat. Nous allons faire plus de partenariats avec le secteur privé, continuer notre partenariat avec le gouvernement, partenariat avec la société civile, partenariat même avec les communautés et surtout les organisations qui travaillent pour les questions des femmes. Donc, pour ce plan, le focus est toujours sur 2 niveaux. L'économie, c'est-à-dire l'autonomisation économique des femmes à chaque niveau, au niveau agriculture, au niveau entrepreneuriat, mais en travaillant avec les acteurs économiques, les banques et le gouvernement. Nous sommes aussi au niveau de gouvernance et le leadership. On connaît partout au monde que le Rwanda est toujours en top au niveau des femmes dans le Parlement. Mais comment travaillons ensemble encore pour que ce nombre traduit et continue à se traduire en effet pour les femmes et les filles
dans les communautés. Donc, voici ce que nous allons faire en utilisant les systèmes existants, les programmes du gouvernement, les institutions qui existent pour qu'ils puissent avoir la capacité pour faire une gender mainstreaming dans tout ce qu'ils font. La suite de cette grande édition, les experts dans l'histoire et la culture rwandaise estiment que le Rwanda tire son origine de l'héroïsme de ses ancêtres qui l'ont façonné. Ils ajoutent qu'il est d'une grande nécessité pour le Rwanda de pérenniser cet héritage. Jean Damascène Manishimwe, reportage. Depuis la nuit des temps, les Rwandais vivaient rassemblés au sein d'un même pays et partageaient une inquiétude commune qui les caractérisait. Depuis la fondation du Rwanda, le pays a été dirigé par les rois qui l'ont défendu, l'ont agrandi, l'ont protégé. Certains ont même donné leur vie. La culture de l'héroïsme apparaît comme un pilier solide qui a permis au Rwanda de traverser des périodes difficiles. Il constitue aussi une base importante sur laquelle repose la vision du Rwanda. Les adultes estiment que cet héritage d'héroïsme doit continuer à être préservé et transmis aux jeunes, car il représente le socle de l'avenir. L'hymne national du Rwanda met en avant la culture de l'héroïsme comme un héritage légué par les ancêtres lors de la fondation et de la construction du Rwanda. Pendant la période coloniale, le Rwanda a perdu sa souveraineté et son indépendance. Cependant, cela n'a pas empêché à certains Rwandais de manifester et de vivre l'héroïsme. Sous la Première et la Deuxième République, la culture de l'héroïsme a semblé s'affaiblir car il n'existait pas de politique claire fondée sur les valeurs héroïques. À cette époque, la politique s'est plutôt centrée sur les divisions et la discrimination basée sur les appartenances ethniques et régionales. La culture de l'héroïsme a réapparu durant la lutte de la libération du Rwanda et lors de l'arrêt du génocide commis contre les Tutsis en 1994. La culture de l'héroïsme paraît comme un pilier solide qui a permis au Rwanda de traverser des moments sombres et elle constitue une base importante sur laquelle repose la vision du Rwanda. Cet héritage doit être préservé pour que les plus jeunes sachent s'approprier ses acquis. C'est en famille que les plus jeunes s'initiaient à l'amour mutuel, au patriotisme, à l'amour du prochain, à l'entraide, qui sont les fondamentaux de l'héroïsme. Dans la culture rwandaise, l'héroïsme était une valeur essentielle et est inculqué dès le jeune âge. Sehini Ruvugiro Emmanuel, journaliste expérimenté dans l'histoire du Rwanda, explique. On ne peut en aucun cas parler du Rwanda sans parler de l'héroïsme. Parce que l'héroïsme, en plus du patriotisme, en plus de l'unité des Rwandais, est l'une des valeurs fondatrices du Rwanda même. Dès sa naissance, en passant par son agrandissement, dans des moments de problème, l'héroïsme a toujours prévalu pour justement pour être un signe de marque de ce que devait être le Rwanda actuel. Le Rwanda, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle du Rwanda d'Ogasabo, Gasabo est une petite monticule sur le lac Muhazi. À partir de cette monticule, le Rwanda s'est agrandi. Et pour s'agrandir, ça ne se passait pas comme ça, ce n'était pas des pas que l'on faisait, mais c'était à travers des luttes armées. À travers des luttes armées que le Rwanda s'est agrandi.
il y a eu des guerres de conquête. Quand on parle de la région du Buriza, par exemple, le Buriza, ou encore, en d'autres mots, qu'elle est née des régions de Gasabo, c'est l'un des pays, ou des petits pays à avoir été conquis. Voilà, c'est par la force des armes que le Rwanda s'est agrandi, mais c'est aussi par la force des armes que le Rwanda a gardé son intégrité territoriale, son intégrité des valeurs. Et puis, on a vu cet héroïsme, justement, très récemment, dans les années 90, quand il s'est agi de mettre fin à des décennies de dictature, de gestion, de mauvaise gestion de la chose publique, de mauvaise gestion qui avait abouti à la destruction du pays. Pour y mettre fin, pour reconstruire l'unité nationale, pour faire en sorte que le Rwanda soit ce qu'il est aujourd'hui, cela a dû passer par justement la guerre de libération par le FPR 90-94. Et avec sa période sombre d'avril à juillet 94, le génocide, ça veut dire que la libération a dû aussi avoir une période sombre qu'est le génocide, et l'armée patriotique a dû arrêter ça pour justement faire en sorte que la paix revienne, pour faire en sorte que le Rwanda ne tombe pas dans le chaos, dans les cendres, comme cela avait été projeté. Donc l'héroïsme se retrouve également, parce que en 1994, le pays est dans les cendres, c'est anéanti, c'est un pays anéanti. Qu'est-ce qui s'est passé? La reconstruction, il a dû être justement, elle a dû passer par des principes, par un retour aux sources, un retour aux valeurs, et puis des actes concrets où justement le leadership a dû faire régner encore les valeurs traditionnelles qui avaient été perdues à travers la colonisation et puis les régimes républicains qui ont succédé à cette colonisation. Donc, la reconstruction a eu recours justement à ces actes d'héroïsme pour que le Rwanda soit ce qu'il est aujourd'hui. Kigali 1992. Kigali 2026. Différence d'époque, différence de gouvernance, avec le leadership visionnaire. Ce sont des changements obtenus grâce à des actes héroïques, raison pour laquelle les Rwandais doivent célébrer et honorer la mémoire de ces derniers qui ont façonné le pays pour que cet héritage se transmette aux générations futures. Pourquoi ne pas célébrer cet héroïsme alors que nos ancêtres, les pères fondateurs de la nation, ne sont plus, ça fait des décennies, ça fait des siècles qu'ils ne sont plus, mais les valeurs leur ont succédé. Ça veut dire que les valeurs qu'ils ont enseignées, qu'ils ont inculquées au Rwanda, ont pu survivre et ont pu justement faire en sorte que le Rwanda continue à être le Rwanda ce qu'il est. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire célébrer, signifie ce retour aux sources, signifie se ressourcer pour que justement la jeunesse, qui constitue aujourd'hui la force maîtresse, la force
sur laquelle le Rwanda de demain doit se fonder. La jeunesse, cette jeunesse doit justement faire sienne ces valeurs et faire en sorte que même après eux, ces valeurs continuent qui dit ces valeurs unité des Rwandais, héroïsme, patriotisme, tout cela, ça me rappelle le roi Musinga. Le roi Musinga qui s'est farouchement interposé pour justement combattre la colonisation. Qu'est-ce qu'il a dit? J'essaie de résumer un peu de mots ce qu'il a dit. Quand vous refusez de donner votre sang, de verser votre sang pour le pays, alors que les chiens le boivent gratuitement comme ça, hein? Et pourquoi ne pas justement verser ce sang pour ce pays? Parce que vous, à votre mort, vous disparaissez, tandis que le Rwanda doit survivre. Donc, ça veut dire que ces valeurs, quand on les inculque à la jeunesse, c'est une façon justement de faire cette continuité des valeurs, cette continuité du Rwanda. C'est la raison pour laquelle justement, chaque année, chaque fois que de besoin, il est utile de célébrer, même dans de petits groupes, de repenser, même dans de petits groupes, à ces actes d'héroïsme qui ont justement caractérisé le Rwanda dans tout son parcours de naissance, de développement, et voilà. C'est un héritage à transmettre. Et la transmission se fait des plus grands aux plus jeunes. Et c'est aux plus jeunes également de leur inculquer justement cette soif de pérenniser, de faire cette continuité de transmission de l'héritage à leurs propres descendants. Pourquoi est-il important de célébrer et de commémorer les héros du Rwanda et qu'il en ait d'utilité? Le président de la République, Paul Kagame. Why the Heroes Day? The Heroes Day because every nation, all people of this world. Pourquoi la journée des héros? La journée des héros parce que chaque nation ou chaque peuple dans ce monde se retrouve dans une situation ou dans des circonstances données qui forment ou influencent les actions et leurs combats. Il s'agit donc des moments qui nous rappellent notre combat comme nation, ce que nous avons vécu, ce que nous traversons et ce qui nous attend comme épreuve. And what is expected of us. L'héroïsme est une valeur fondamentale à l'origine même du Rwanda, qui signifie un pays étendu, a non seulement façonné le pays dans le temps, mais aussi continue de justifier sa dignité dans le concert des nations, grâce à la clairvoyance de son leadership actuel et à la résilience de ses fils et filles, qui sont plus que jamais déterminés à aller de l'avant, l'un des pages sombres qui ont endeuillé son histoire. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.